J'ai sorti ce bouquin il y a quelques mois qui s'est sous le titre Africanistan. Et effectivement, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, à quoi ça arrive? Parce que tout le monde sait que, en fait, l'Afrique va beaucoup mieux aujourd'hui que c'était le cas il y a 15 ans, qu'il y a quand même des progrès qui sont assez colossaux en termes de taux de croissance, d'investissement, d'indicateurs sociaux. Donc on avait l'impression que l'Afrique était en fait la nouvelle frontière pour les investisseurs occidentaux et que bon, c'était un continent qui était en train d'émerger tranquillement et paisiblement. Alors quel est le problème? Le problème, tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé à Bamako, à Ouaga, et puis tout récemment je dirais à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Évidemment, on se demande un peu ce qui se passe avec ces actes terroristes, mais en fin de compte, je veux dire, qu'est-ce qui se passe à Paris en novembre, Bruxelles ce matin, on subit le même genre d'attaque, donc on ne peut pas non plus en tirer des conclusions générales et définitives. Je crois que quand même, il faut voir que ce qu'il y a derrière cela, c'est que ces attentats sont symptômes d'un malaise beaucoup plus grave qui touche un certain nombre de ces pays, parce qu'il y a une Afrique qui gagne, on le voit bien, une Afrique qui se développe très rapidement, avec des taux de croissance à 2 chiffres, avec, je dirais, des villes qui poussent comme des champignons dans certains cas. Et puis, il y a aussi l'Afrique qui ne gagne pas, mais même dans l'Afrique qui se développe très rapidement, il y a aussi des zones qui sont, je dirais, très en retard en termes de développement, qui sont même, on peut le dire, totalement déshéritées. Et ce qui est nouveau dans ce cas-là, c'est que certaines de ces zones-là tombent dans une véritable insécurité qui commence à poser des problèmes. Et puis en même temps, on ne voit pas encore d'approche, je dirais, coordonnée, globale pour essayer de gérer toutes ces questions-là. Et je crois qu'il faut un petit peu regarder un cas typique de zone d'insécurité qui s'est développé depuis 15 ans maintenant, hein, et s'est développé au Nigeria, qui est quand même le pays le plus puissant, le plus riche de toute l'Afrique. Et on s'aperçoit que ce n'est pas d'ailleurs un cas totalement isolé, parce que quand on prend le Kenya, qui est également un pays très développé et très riche, on s'aperçoit que toute la zone nord-est et une bonne partie de la côte de l'océan Indien est une zone pratiquement interdite, non seulement à des étrangers, mais aussi à des membres de l'administration kenyane. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et qu'en fin de compte, un certain nombre de zones d'insécurité, comme on voit celle qui se présente au nord actuellement, au nord du reste du Nigeria, en fin de compte, l'analogie classique la plus parlante, c'est l'analogie agré-cancer, avec des phénomènes de métastases qui se dispersent un peu partout. Et puis ces métastases, disons, sont sous contrôle dans les pays qui sont bien structurés, bien organisés, comme dans un organisme sain avec des fortes défenses immunitaires, eh bien, les métastases, on s'en débarrasse. Et puis dans les pays, dans les systèmes assez faibles, eh bien, au contraire, les métastases se prolifèrent. Et qu'est-ce que c'est? C'est le terrorisme. On commence à en voir un peu partout. La désorganisation de l'économie, l'émigration, la circulation des armes, de la drogue, les otages, etc. Et comme je vous le disais, seuls des pays qui ont de fortes défenses immunitaires arrivent à gérer ce genre de situation. Alors, il y a d'autres problèmes, c'est que, je veux dire, on a bien vu à partir de 2012-2013, je dirais, les dégâts de ce genre de situation dans un pays comme le Mali. Et puis, on pouvait croire un temps que les problèmes du Mali étaient derrière nous, l'armée française était venue, avait, je dirais, expédié rapidement les djihadistes. Et puis on voit aujourd'hui que le processus de paix est enlisé, comme étaient enlisés d'ailleurs les différents processus de paix antérieurs. Il y a quand même un retour à des processus en matière de gouvernance qui sont quand même plus que contestables. Et puis, moi, ce qui m'a frappé à Bamako, j'y étais il y a à peu près 3 semaines, c'est qu'on perd le sentiment d'urgence. Et ça m'a rappelé beaucoup ce que j'ai senti à Kaboul en 2002, où on se disait, bon, en fin de compte, les Américains sont venus, ils ont liquidé les talibans, maintenant on peut faire du business et les choses sont pour le mieux. Alors, le Mali, ce n'est pas l'Afghanistan. Encore une fois, je ne veux pas mélanger tout, mais si vous voulez, il y a quand même des similitudes qui sont profondes et beaucoup plus sérieuses qu'on ne pourrait le penser, et puis je vais revenir un peu là-dessus. Bon. Alors évidemment, c'est un peu osé de comparer les neiges de l'Hindoukouche avec les paysages sahéliens, mais la première caractéristique qui interpelle véritablement tous les observateurs, c'est la montée de l'insécurité. Sur ce plan-là, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en Afghanistan. Alors en rouge, toutes les zones qui sont pratiquement, si l'on devait en croire le ministère des Affaires étrangères français,
les zones où il ne faut pas aller. En rose, les zones où il faut aller uniquement si on a vraiment du business important à faire. Et on s'aperçoit que même le nord, toute la zone nord du Burkina, qui est pourtant un pays calme, que jusqu'ici considéré comme très calme, est devenue une zone qui est interdite pratiquement. Alors, ce qui m'a également quand même beaucoup frappé, j'étais à Niamey en mai dernier, je vais voir l'ambassadeur de France pour lui faire mes salutations comme il est d'usage. Il me dit surtout, vous ne sortez pas de la ville, vous ne sortez pas de Niamey. Et ça, c'est exactement ce que l'ambassadeur de France à Kaboul m'avait dit il y a 6-7 ans. Évidemment, je n'ai pas suivi ses conseils, mais enfin voilà, ce genre de message est quand même assez caractéristique d'une dégradation très sérieuse de la situation. Alors, encore une fois, l'histoire du Sahel, l'histoire de l'Afghanistan, la géographie de ces régions n'ont rien à voir. La façon dont les peuples et les populations ont évolué depuis plusieurs siècles n'a pas grand-chose à voir. Mais il y a un certain nombre de similitudes sur lesquelles je voudrais quand même insister. Et la première, c'est l'impasse démographique. L'impasse démographique, pourquoi? Parce que dans le monde, il y a finalement relativement peu de pays qui n'ont pas engagé au moins ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le fait que le nombre d'enfants par femme va passer de 6, 7, 8 à progressivement 3, 4 et puis peut-être progressivement à 2 ou moins de 2. Et quand vous regardez ici le petit document, je vais essayer de faire fonctionner mon zapper, vous voyez ici que même les pays d'Afrique du Nord, sur 30 ans, que ce soit l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, ont réalisé ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire le nombre d'enfants par femme est inférieur à 3. Et en Tunisie, il est de l'ordre de 2, comme en France. Vraiment, on est arrivé au même système qu'en France. Et puis on s'aperçoit qu'il y a 3 pays là-haut qui n'ont pas du tout même amorcé leur transition démographique. Au contraire, le nombre d'enfants par femme a plutôt augmenté pour le cas du Niger. C'est le Niger, le Tchad et le Mali. Et ça, c'est une situation unique, véritablement unique au monde. Alors, cette impasse démographique, c'est unique au monde, sauf, je dirais, quand on prend l'Asie du Sud, eh bien, il y a un pays qui n'a toujours pas engagé sérieusement sa transition démographique, c'est justement l'Afghanistan. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se passe qu'avec des taux de croissance démographique qui sont dans l'ordre de 3,5, parfois 4% par an, la population double tous les 18-20 ans. Donc on est dans des situations qui sont assez folles parce que quand vous prenez le cas du Niger, j'insiste un peu sur le Niger, c'est un pays où j'ai vécu 5 ans et où je vais encore assez régulièrement, on voit qu'il y avait 3 millions d'habitants à l'indépendance, il y en aura entre 42 et 45 dans 20 ans, et que si le taux de fécondité se maintient au niveau actuel, et on ne voit pas pourquoi il ne se maintiendrait pas, eh bien la population devrait être de 89 millions d'habitants. Alors vous allez me dire c'est un pays qui est 2 fois grand comme la France, où est le problème? Simplement le problème c'est qu'il n'y a que 8% de la surface qui est propice à l'agriculture. Donc on voit très bien qu'il y a là maintenant un gap évident. Il va y avoir un gap évident dans les 10-15 ans qui viennent entre la population et la capacité de la région à se nourrir. Et sur ce plan-là, comme en Afghanistan, on a une agriculture et un élevage qui ont été fragilisés par une croissance de la population rurale qui est assez exceptionnelle parce qu'en général, la population rurale ne croît pas. Hein, elle est stagnante, sauf en Inde où on constate à peu près 0,4-0,5% par an. Mais au Sahel, c'est 2 à 3% par an de croissance de la population rurale. Et donc, on s'aperçoit que quand on dépasse 40 habitants au kilomètre carré, on a des systèmes agraires qui détruisent le potentiel foncier. Or, aujourd'hui, on est à des densités qui dépassent très souvent 150 habitants au kilomètre carré. Ce qui fait que tout ça vous conduit à une surexploitation des pâturages, à un épuisement des sols, et qu'on a, je dirais, une situation qui est aggravée par le fait que les politiques publiques n'ont pas été adaptées, je dirais, à cette situation, que l'intensification ne se produit toujours pas, et que sur ce plan-là, les investissements publics également ont été tout à fait insatisfaisants. Et tout ceci va être accentué par le réchauffement climatique, parce que quand vous regardez la carte du dessous, si vous voulez, les spécialistes du réchauffement climatique, je n'en fais pas partie, sont dans des accords sur beaucoup de sujets. Ils sont particuliers en désaccord sur la quantité d'eau qui va pleuvoir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans au Sahel. Certains disent qu'il va pleuvoir plus, d'autres moins. Certains disent plus à l'est, moins à l'ouest. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est que dans toute la zone rouge, là, il y aura une instabilité beaucoup plus importante de la pluviométrie, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des pluies plus abondantes, mais mal réparties dans l'année, et tellement violentes que ça lessivera les semis, etc. Donc on va vers des ennuis très graves, d'autant que le réchauffement climatique, pour nous, c'est 2 degrés garantis dans un siècle ou dans 3/4 de siècle.
mais au Sahel, c'est 2 degrés garantis dans 20 ans. Et peut-être 3, 4 ou 5 degrés dans 30 ou 40 ans. Donc je dirais le problème du réchauffement climatique est beaucoup plus urgent. Bon. Alors, quand vous avez une population rurale croissante, une agriculture en panne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une misère rurale. Dans un pays comme le Sahel, mais les chiffres sont identiques au Mali et au Tchad, vous avez 0,2% de la population rurale qui a accès à l'électricité. Ça donne quand même une idée du niveau de misère rurale. Bon, en Afghanistan, je rappelle que c'est 1%, donc on est toujours dans les mêmes eaux. D'autre part, ce sont des pays qui sont enclavés. Ça veut dire qu'il peut y avoir des mines, mais vous savez, les mines, ça ne crée pas d'emplois. Ça crée très très peu d'emplois. Et il n'y a pas de développement industriel parce que dans un pays enclavé, c'est très difficile d'amener des intrants. On a des coûts des facteurs qui sont extrêmement élevés, un environnement des affaires qui est assez défaillant. Et le résultat, c'est qu'on a un sous-emploi. On ne peut pas véritablement parler de chômage parce que les gens sont obligés de se débrouiller et de trouver quand même des petits jobs, mais un sous-emploi qui est dramatique. Et ce sous-emploi, se réalise, enfin se produit dans un contexte où le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi est en train d'exploser. Alors au Niger, la cohorte des jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi, ça représente 240 000 jeunes. Bon. Alors je donne une comparaison. L'Afghanistan, aujourd'hui, c'est 400 000 jeunes qui, alors là, n'ont vraiment pas de boulot du tout. Et au Niger, dans 20 ans, les démographes sont suffisamment calés pour faire un calcul extrêmement précis. Ce sera 576 000 jeunes qui arriveront sur le marché de l'emploi. Alors la question que je pose, c'est où seront les jobs? Où seront les emplois? Alors, encore une fois, bon, on n'est pas en Afghanistan quand on est au Sahel, mais on voit que les fractures ethniques et religieuses, on pensait que tout ça, il y a 30 ans, ça allait progressivement s'atténuer, se gommer. Pas du tout. Hein. Ça s'accentue, en particulier, il y a une concurrence pour l'eau, pour les terres, etc. Ceux qui n'ont pas vu parmi vous le film Timbuktu, allez le voir, vous aurez une idée, je dirais justement, de la montée des tensions pour des choses relativement triviales, mais qui, par suite de la circulation des armes, on va en parler également ici, fait qu'il y a une montée en puissance d'une violence extrême. À l'époque, on se battait au bâton il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, on a tout de suite une calage qui traîne dans un coin. Bon. L'islam radical, maintenant, dans ces zones du nord du Sahel, s'est répandu de façon systématique. On peut dire que cet islam a gagné la bataille idéologique. Les armes circulent. Et enfin, les institutions publiques, ça c'est comme en Afghanistan, eh bien, dès qu'on sort des villes relativement importantes, il n'y a plus d'administration, l'État est absent, et on s'aperçoit en fin de compte qu'il n'y a plus de police, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'administration territoriale, ou si elle est là, la voiture est en panne, il n'y a pas d'essence, enfin, je veux dire, je dirais, elle n'est pas véritablement là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça favorise l'émergence de systèmes alternatifs à l'État pour résoudre un certain nombre de problèmes. L'ordre public et la justice sont souvent assurés par ce qu'on appelle les hommes forts, c'est-à-dire ceux qui ont justement les armes et ceux qui ont développé des activités illicites qui sont le trafic de cigarettes, de gasoil, de tout ce qu'on peut imaginer, et surtout maintenant les migrants et la cocaïne. Là, en haut, vous avez la circulation de la cocaïne à travers l'Afrique de l'Ouest. La cocaïne n'est pas produite sur place comme l'opium est produit sur place en Afghanistan, mais elle arrive, je dirais, de façon très très importante d'Amérique latine. Et les trafiquants, les cartels latino-américains considèrent que c'est beaucoup plus intéressant de passer par l'Afrique pour atteindre le marché européen. Donc on voit bien qu'on a un certain nombre de symptômes qui sont très inquiétants et qui font que, bon, on a des systèmes très 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 graves. Alors, au milieu de tout ça, on voit également que l'environnement régional est en train de se désagréger. Je parle évidemment de la Libye, hein, qui est actuellement en train d'imploser, avec des entrées de djihadistes, etc., qui sont réfugiés du Mali en Libye et qui circulent dans tout le nord, là. Vous avez du Soudan, de temps en temps, des incursions qui arrivent jusqu'à N'Djamena. En 2008, ils sont arrivés jusqu'au palais présidentiel de N'Djamena. Au Nigeria, vous avez Boko Haram qui a essayé de couper toute la zone d'approvisionnement, toute la route qui approvisionne N'Djamena et le port de Douala sur la côte. En Centrafrique, vous avez également une zone de sécurité à la proximité de Centrafrique. Donc on voit que le Tchad, c'est pas génial. Vous allez me dire, le Tchad, c'est peut-être un cas limite, mais si vous prenez le cas du Niger, je dirais c'est presque pire. Le Niger, vous avez les mêmes djihadistes au nord qui circulent depuis la Libye, qui vont vers le Mali et vers la Mauritanie pour y faire leur mauvais coup. Vous avez dans toute cette zone-là une zone de non-droit qui est une zone de production d'or,
où là vous avez des milices qui soi-disant protègent les mineurs et qui se battent à la mitrailleuse lourde. Ensuite là vous avez toute la sécurité de la région de Kidal au Mali qui se déverse dans toute cette région jusqu'à Maradi. Et là vous avez Boko Haram dont on parlait tout à l'heure qui, je dirais, ce sont les mêmes populations que dans cette zone-là. Ils parlent les mêmes langues, ce sont les mêmes familles. Et je veux dire, toute cette zone-là est une zone d'insécurité très, très, très inquiétante. Dans ce contexte-là, ce qui est inquiétant, c'est de constater que l'armée nigérienne qui tient encore est soumise à des pressions considérables. Et en fait, ces dépenses, je veux dire, le niveau de dépenses militaires du Niger est déjà très largement excessif par rapport à ses capacités budgétaires et financières. Et actuellement, le financement de ces dépenses actuelles se fait en coupant dans les dépenses de développement. Donc on voit qu'ils sont dans une impasse à la fois budgétaire et sécuritaire. Bon. Donc on voit que toute cette zone sahélienne entre dans une phase de ce que j'appelle des turbulences très, 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 très inquiétantes. Ces turbulences c'est rendu encore beaucoup plus grave parce que le problème de la Libye, où je dirais on voit bien que la Libye est en train d'imploser. On a Daesh qui s'est installé dans cette zone-là, qui va essayer de contrôler les puits de pétrole qui se trouvent par ici, qui va essayer de contrôler, je dirais, certaines zones de transit sur le Niger, le Tchad et l'Algérie et le Mali. Et si effectivement ça se passe comme ça, on va avoir une zone extrêmement dégradée sur toute la Libye. Et il faut bien voir que les jeunes, la masse de jeunes, les 240 000 jeunes nigériens, mais quand on ajoute les Nigériens, les Tchadiens, les Maliens, les Burkinabés, ça fait à peu près 1,5 million de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Enfin, attendez, ça fait 250 000, ça fait 500 000, 1,5 million pour le Mali, etc. Là, je vais un peu trop loin, ça fait à peu près 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et on voit bien qu'il n'y a pas de boulot dans l'industrie, il y a très peu d'activité dans les services. Ils peuvent aller travailler un peu dans l'informel urbain, mais les salaires sont dérisoires, les perspectives sont très faibles. Ils peuvent émigrer, on parlera bientôt des problèmes de migration dans les pays voisins, mais dans l'agriculture, qui emploie normalement 80% de la population, il n'y a pas d'espoir. Et donc, ils se trouvent dans la même impasse que les jeunes Afghans, dans les mêmes conditions, et soumis aux mêmes tentations, parce que l'option la plus rentable, la plus prometteuse, c'est manifestement d'entrer dans les réseaux des trafics illicites qui sont contrôlés par des groupes armés, qui d'ailleurs entre eux se battent de temps en temps pour le contrôle de zones de passage. Et puis, influencés par un islam radical, ils peuvent rejoindre des groupes djihadistes. Donc, de ce côté-là, les opportunités qui s'offrent aux jeunes sont beaucoup plus intéressantes de passer du côté des rébellions et d'essayer de rentrer dans les zones de trafic que d'essayer de travailler dans l'agriculture ou de travailler dans des activités de service. Bon, alors la France, qu'est-ce qu'elle a fait pour l'instant? Je dirais, elle a essentiellement mis en place, je dirais, des moyens militaires qui sont relativement importants. Il y a 3 500, 4 000 hommes, 4 000 soldats français. Mais il faut voir que la dimension de la zone est gigantesque. Le Sahel, d'ailleurs, on ne sait pas trop définir où ça s'arrête, où commence le Sahel, mais disons que dans les hypothèses les plus larges, ça fait 7 millions de kilomètres carrés. Mais disons que le cœur du Sahel, les 4 pays du cœur du Sahel francophone, ça fait à peu près 3,5 millions à 4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 6 à 8 fois la surface de la France. Vous voyez bien qu'on ne peut pas contrôler une surface de ce genre-là avec 4 000 hommes. Bon, c'est complètement fou. Alors, quels sont les autres moyens de stabilisation qui sont à la disposition de la France, de la communauté internationale en fin de compte? Bon, on s'aperçoit que l'aide extérieure qu'on brocarde allègrement aujourd'hui, finalement, dans la caisse à outils des pays occidentaux, il n'y a guère que ça de disponible. Bon, évidemment, pour beaucoup de pays, ça devient totalement marginal, mais au Sahel, par contre, c'est très important. Au Sahel, l'aide internationale, c'est 8 à 12% des PIB. C'est des fois 80-90% des budgets. Si cet argent est bien utilisé, eh bien, ça peut quand même aider. Je ne dirais pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais ça va aider. Bon. Ceci dit, quand on regarde ce qui s'est passé en Afghanistan, c'était au monde de très loin le pays le plus aidé au monde, de très très loin. Bon. En gros, l'aide globale a dépassé le PIB dans les périodes 2009, 2012, 2013. L'aide au développement, 50% du PIB. Alors quel est le résultat aujourd'hui? Bon, si vous voulez, les Occidentaux avaient 3 objectifs en Afghanistan. Le premier, c'était restaurer la stabilité sécuritaire. Aujourd'hui, le pays est dans un état d'instabilité tel qu'il n'en a pas connu depuis le début des années 90. Bon. On voulait aussi instaurer une démocratie modèle. Bon, la démocratie est ridicule. Je veux dire,
les résultats des élections présidentielles de 2014 n'ont toujours pas été publiés, c'est pour vous dire. Enfin, l'économie qui a flambé, parce qu'on a eu 10 ans de croissance économique à 10% par an. Donc tout le monde croyait que on était tiré d'affaire. Pas du tout. C'était une économie de guerre qui vivait sur l'activité militaire. Et le résultat aujourd'hui, c'est que cette économie s'est effondrée avec le départ des Occidentaux. Et donc on est en pleine récession. Donc Daesh, en plus, pour arranger les choses, s'implante, ce qui fait qu'on a plusieurs groupements talibans. On a Daesh. Aujourd'hui, j'ai eu l'information que plus de 1000 passeports sont délivrés par jour à des jeunes Afghans qui cherchent à partir. Je rappelle que le prix Nobel d'économie plaide pour une réduction de l'aide à ce type de pays en pensant qu'on ne peut pas les aider. Bon. Donc, moi, je crois qu'il y a suffisamment d'éléments de ressemblance entre le Sahel et l'Afghanistan pour qu'on regarde un petit peu ce qui n'a pas marché en Afghanistan au niveau de l'intervention occidentale, et puis les leçons qu'on peut en tirer sur la façon dont on travaille, je dirais, dans le Sahel. Bon. Alors, il y a une première leçon, c'est que la priorité des priorités pour ces populations-là, c'est quand même la sécurité, finalement, bien avant beaucoup d'autres choses qui nous paraissent apparaître plus importantes. Parce que la sécurité, se faire racketter, voir sa fille enlevée quand elle va à l'école, etc., c'est vraiment un problème fondamental. Or, s'appuyer pour cela sur des forces étrangères, on voit tout de suite avec le cas de l'Afghanistan, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2-3 ans, les forces étrangères étaient perçues comme des troupes d'occupation. Et avec une bonne propagande du régime des systèmes talibans, eh bien, je dirais, les forces étrangères se sont mises à dos les populations locales. Donc, ce qu'il faut en fait pour restaurer la sécurité, c'est pas d'ailleurs s'occuper uniquement de l'armée, mais s'occuper de tout le système régalien, c'est-à-dire la reconstruction ou la consolidation, suivant l'état dans lequel il se trouve, de tout le système régalien, c'est-à-dire les armées, la gendarmerie, l'administration territoriale, la justice, le ministère des Finances, etc. Bon. Or, ce qui se passe, c'est que cette activité de consolidation du secteur régalien, c'est en dehors du mandat des principales agences d'aide internationale. Et l'Union européenne, qui essaie de s'insérer un petit peu dans ce type d'activité, se révèle extrêmement maladroite. Finalement, ce seraient les bilatéraux qui seraient les plus efficaces dans ce domaine, mais le problème, c'est qu'ils ne se donnent pas vraiment les moyens. Et donc, quand on regarde la situation en Afghanistan, on a une armée finalement que l'Occident n'a jamais voulu payer avant 2008-2009. Résultat, cette armée a été construite beaucoup trop vite à partir de 2009-2010. Et la police, dont personne ne s'est vraiment occupé sérieusement, est une des grandes mafias du pays. Et c'est ça qui explique très largement les progrès des talibans qui avaient été chassés, je dirais, sous les applaudissements de la population afghane en 2001 et qui préfère aujourd'hui au niveau des ruraux voir revenir les talibans pour assurer un minimum de justice et de police plutôt que de vivre dans le désordre actuel. Donc il faut certainement se préoccuper de la reconstruction des armées et des institutions régaliennes. Le problème, c'est en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on devrait payer ça? Moi, je soutiens que, je dirais, au plan économique, la sécurité dans des zones qui représentent 5-6 millions de kilomètres carrés, ça devrait être considéré comme un bien public mondial, parce qu'en tout état de cause, s'il y a l'insécurité tel que c'est le cas aujourd'hui, c'est véritablement un mal public mondial. Donc il devrait y avoir une mutualisation des coûts de sécurité dans ce domaine. Et puis, de toute façon, ça coûte infiniment moins cher que d'envoyer nos propres soldats. Le rapport est facilement de l'ordre de 1 à 100. Et puis, finalement, à la réflexion sur le cas afghan et sur divers autres cas, il n'y a pas d'autre solution qui peut marcher. Il y a une deuxième leçon en ce domaine, si vous voulez, c'est que les agences internationales d'aide, finalement, elles ne savent pas travailler dans des pays comme le Sahel aujourd'hui dans la sécurité, comme l'Afghanistan également, parce qu'elles sont soumises à des contraintes, on leur fixe des objectifs qui font que leur incapacité à travailler efficacement est manifeste. Je vous ai mis deux photos, là, une photo d'une jeune fille qui apprend à écrire, et puis une photo de djihadistes qui attendent derrière les barreaux d'une prison, pour rappeler que tout le monde se précipite pour financer des écoles pour les filles, mais que personne ne veut s'occuper de prison, de financer la gendarmerie, de financer la justice, etc., etc. Alors si on finance que des écoles pour les filles se feront kidnapper sur la route de l'école. Je veux dire, il n'y aura pas d'école pour les filles. Donc, si vous voulez, j'ai fait une longue liste là d'erreurs que font les bailleurs de fonds dans ce genre de situation. C'est, si vous voulez, ce que j'appelle un peu les sept péchés capitaux des bailleurs de fonds. Alors, je ne vais pas vous assommer avec tout ça.
Mais simplement, le premier point, en gros, c'est que j'aille pas quand même trop vite, c'est que les bailleurs de fonds ont l'habitude de travailler dans des pays qui sont bien gérés. Et pourquoi? Parce qu'on leur a toujours dit d'aller travailler en priorité dans les pays mieux gérés, parce que ce sont ces pays-là qui font un bon usage de l'aide internationale. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les pays qui faisaient un bon usage de l'aide internationale et qui en ont fait un bon usage depuis 20 ans, ça fait longtemps qu'ils n'en ont plus besoin. Les pays qui en ont vraiment besoin sont ceux qui, effectivement, sont mal gérés et font un mauvais usage de l'aide. Donc, il faut arriver à trouver des méthodes de travail qui permettent de faire un usage correct de l'aide dans des pays mal gérés. Bon. Le deuxième point, c'est que, en fait, les priorités sont totalement inadaptées parce que les priorités que se fixent les bailleurs de fonds sont fixées par les opinions publiques qui suivent des effets de mode. Bon, c'était les secteurs sociaux à l'époque des OMD, maintenant ça va être le développement vert. Et si vous voulez, on oublie certains domaines qui sont des domaines fondamentaux, et en particulier le domaine du développement agricole, du développement pastoral, du développement rural au sens large, a été largement oublié par l'aide internationale. Je vous rappelle ici les montants, l'évolution des montants en pourcentage ici, en pourcentage ici et en montant global, qui ont été consacrés à l'agriculture depuis les années 75 à 2005. Et depuis 10 ans, ça n'a guère changé. Maintenant, on a une évolution sous forme de plateau. C'est-à-dire qu'il y a eu le mode, à l'époque de McNamara, où le développement rural et l'agriculture, c'était intéressant, c'était bien. Et puis on s'est désintéressé de ça pour s'occuper d'autre chose. Bon. Et on est toujours dans la même situation dans ces pays-là. Et je dis simplement qu'en Afghanistan, j'ai fait l'analyse sur les seules années où l'aide pouvait avoir un impact avant que, je dirais, la désorganisation de l'économie et la sécurité ne permettent plus de travailler correctement. Eh bien, 5% de l'aide est affectée au développement agricole. Et puis, j'ai regardé un tout petit peu la situation pour pour le Mali. C'est qu'on a en fait, la communauté internationale a promis 3,4 milliards d'euros au Mali en octobre dernier. Et quand vous rentrez dans le détail des choses et vous faites les quelques additions, vous apercevez que ce qui est destiné au développement agricole et pastoral, ça fait 3,7% de l'aide, alors que le Mali, c'est comme l'Afghanistan. Il y a en gros aujourd'hui 75% de la population qui vit les activités liées à l'agriculture et au monde rural. Donc, si vous voulez, on met sur le monde rural la moitié de ce qu'on va mettre sur le transport aérien au Mali, qui est évidemment un secteur particulièrement important pour le paysan malien. Donc, si vous voulez, il y a des erreurs de ce genre qui sont absolument colossales. Bon, je vais pas vous assommer avec tout ça, mais en gros, vous avez également un désordre colossal en matière d'intervention internationale au niveau de l'aide. Ça a été un scandale en Afghanistan. Ça, je vous renverrai mon bouquin pour ceux qui sont intéressés pour rentrer dans les détails. Mais en gros, quand je parle aujourd'hui du Sahel, j'ai quelques chiffres relativement récents. Aujourd'hui au Sahel, vous n'avez pas une stratégie des donateurs internationaux au Sahel. Vous en avez 16 qui ont été définis, sachant que le Sahel, pour chaque donateur, couvre une entité, une géographie différente. Donc, on est dans une pagaille plus complète. Quand vous prenez l'Union européenne, vous avez 5 responsables à Bruxelles de la zone sahélienne. Bon. Donc, on voit bien qu'on est dans un capharnaüm, exactement comme autrefois en Afghanistan. Donc, ce désordre interdit une gestion, si vous voulez, stratégique des ressources de l'aide, parce qu'on ne peut pas se dire, voilà, on a 3,4 milliards d'euros pour 3 ans, par exemple, sur le Mali, on va mettre 1 milliard sur l'agriculture, on va mettre 500 millions sur les routes, on va mettre 500 millions sur l'éducation. Ce type de raisonnement ne se fait pas parce que chaque bailleur de fonds va choisir, au petit bonheur de la chance, va aller à la pêche au projet. Et tout ça parce que les pays ont du mal à définir leurs priorités. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent non pas leurs priorités, mais 50 priorités, en se disant là-dedans, les bailleurs de fonds vont choisir ce qui leur plaira. Bon. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que c'est vraiment le véritable bazar. Alors, je passe un peu sur les modes d'intervention des bailleurs de fonds à partir de structures de projets qui déstructurent, en fin de compte, qui déstructurent l'appareil d'État. Mais ça, je vous enverrai le PowerPoint, sans les photos, donc vous aurez tout le texte, vous pourrez vous y retrouver là-dessus. Et au lieu de s'occuper de reconstruire des institutions nationales fondées sur le mérite, de façon à avoir une certaine ambition d'efficacité, eh bien, on contourne, si vous voulez, les institutions nationales avec des structures de projets qui ne dérouillent pas. L'assistance technique, bon,
je dirais, on retrouve les mêmes fautes en matière de gestion d'assistance technique que celles qui ont été dénoncées par l'économiste américain Elliott Berg il y a 25 ans maintenant, et qui ont été complètement, enfin ces critiques ont été complètement oubliées. Et puis surtout, l'aide se concentre dans les zones d'insécurité parce que les militaires appellent au secours les donateurs. Or, s'il y a une chose que les donateurs ne savent pas faire, c'est travailler efficacement dans les zones de grande insécurité. Et il vaudrait beaucoup mieux travailler dans les zones qui sont encore calmes pour au moins les préserver de l'insécurité, ou d'essayer de faire des opérations qui ne débouchent que sur des fiascos dans le reste du groupe. En même temps, en Afghanistan, tout n'a pas été un échec. On a des quantités d'expériences ponctuelles ou de programmes même nationaux, comme celui du NSP, National Solidarity Programme, qui sont des programmes tout à fait remarquables et dont la conception d'ailleurs s'inspire d'expériences anciennes qui avaient été mises en place au Sahel il y a de ça 30 ans ou 20 ans et qui, je dirais, réactualisées, adaptées au cas sahélien, pourraient fonctionner de façon très efficace, y compris dans un climat, je dirais, d'insécurité. Alors vous allez me dire, oui, vous parlez beaucoup du Sahel, mais en fin de compte, le Sahel, ce n'est pas toute l'Afrique, c'est quand même un petit bout de l'Afrique, et vous avez le problème. Donc, je ne parle pas du Sahelistan, pourquoi? Et je parle de l'Afghanistan, tout simplement parce que, je dirais, si on a une déstabilisation du Sahel, la circulation des individus, des idées, des biens, des services, etc., est telle qu'on ne peut pas imaginer, je dirais, des pays de la côte, de basse-côte, que ce soit le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., qui restent, je dirais, des oasis de tranquillité. D'ailleurs, on a bien vu que c'est à Grand Bassam qu'encore il y a eu un attentat djihadiste. Et en fait, les troubles politiques qui ont affecté la Côte d'Ivoire toute la période 96-97 jusqu'à 2012 ont montré la fragilité de ces pays. Pourquoi? Parce que, je dirais, ces pays ont connu déjà des vagues d'immigration extrêmement importantes qui ont créé des problèmes identitaires, des problèmes fonciers, politiques, ethniques, etc. Et ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui n'est plus le continent vide qu'on imaginait il y a 40 ans, et qu'aujourd'hui ces migrations posent autant de problèmes pratiquement qu'en Europe. Et sur ce plan-là, si vous voulez, quand on regarde les augmentations de population de la Côte d'Ivoire, si vous voulez, par rapport à l'indépendance, la population a été multipliée par 7,6. On applique ça au cas de la France, on a une population plus importante que celle des États-Unis. Donc vous voyez le type de traumatisme en termes de croissance démographique et de ressentiment qui monte vis-à-vis des immigrés. Alors, si on pense que les Nigérians, qui seraient 90 millions dans 35 ans, pourraient se retrouver au Nigeria, il ne faut pas oublier qu'au Nigeria, il y aura entre 380 et 400 millions d'habitants, et qu'actuellement, les immigrés sont assez mal vus, et que le modèle de développement du Nigeria, qui est fondé quand même sur l'exportation de pétrole, de matières premières, etc., ne crée pas les emplois que la démographie du Nigeria supposerait. Donc, que peut faire la France pour le Sahel? Écoutez, je vais faire quelques propositions. Rapidement, je crois qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les rafales et on bombarde les djihadistes. Bon. Si on se limite à ça, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire ça, hein, mais si on se limite à faire ça, on ne va pas aller bien loin. Parce que le problème, ce n'est pas les quelques centaines de djihadistes qui se promènent dans la nature, c'est que toute la région est un véritable baril de poudre, et que si on ne traite pas le problème du baril de poudre, la région va générer des djihadistes à un rythme très supérieur auquel on ne pourra jamais espérer les neutraliser, pour reprendre le terme convenable. Donc, à mon sens, il faudrait que l'aide française se focalise sur 4-5 sujets majeurs. Je vais revenir un peu sur ces sujets majeurs. Un, le renforcement institutionnel, c'est-à-dire faire en sorte que ces institutions nationales qui sont défaillantes soient renforcées, fonctionnent de façon correcte. Et ça, c'est possible. On sait le faire dans certains domaines, et il faudrait s'occuper de ça dans le domaine du régalien. Deuxièmement, il faut mettre le paquet sur le développement rural et le développement des infrastructures villageoises et municipales. On a vu tout à l'heure que c'est complètement négligé par les grandes institutions multilatérales. Troisièmement, il va quand même falloir s'occuper d'une façon ou d'une autre du problème démographique. Quatrièmement, il y a une formation technique de base qu'il faut quand même aussi essayer de développer, qui est systématiquement oubliée. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les grandes agences multilatérales sont défaillantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec notre aide bilatérale? Bon, alors c'est là qu'on est quand même dans les difficultés.
Et là, on affiche dans la presse 10 milliards d'euros d'aide française. Bon. En fait, c'est un verre de bière avec beaucoup de mousse. Et la bière réelle, c'est, si vous voulez, l'effort budgétaire réel qui est de 2,8 milliards d'euros, qui est ici. Alors, sur ces 2,8 milliards, il y en a 1,7 qui sont confiés aux institutions multilatérales, c'est-à-dire les institutions de l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine, la Banque asiatique, la Banque interaméricaine et la Banque européenne d'investissement, etc. Et j'en passe. Bon. Et tous les fonds des Nations Unies qu'on peut imaginer. Quand on regarde tout ça, pour intervenir finalement dans les pays très pauvres comme les pays du Sahel, il nous reste combien? Il nous reste 200 millions d'euros sur les 10 milliards qu'on affiche. Et ces 200 millions de dons d'aide bilatérale, ils sont consacrés à 16 pays. Donc en fin de compte, il y a une dizaine ou une douzaine de millions d'euros qui vont aux différents pays sahéliens. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument rien, sinon, si vous voulez, faire quelques opérations symboliques. Et on voit que la façon dont notre aide a été gérée depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années maintenant, presque un quart de siècle, qui privilégie deux choses, c'est-à-dire le multilatéral. Hein, on confie nos ressources aux grandes institutions multilatérales pour qu'elles en fassent, je dirais, le bon usage, et puis qu'on fasse des prêts pour le reste. Eh bien, ça, ce sont les prêts qui sont faits par l'Agence française de développement. Eh bien, c'est déconnecté des problèmes géopolitiques, à savoir de ce qui se passe actuellement au Sahel, en Libye, etc. Et donc, la France a perdu tout contrôle effectif sur ces ressources d'aide, à la différence des Britanniques qui pratiquent ce que j'appelle le bimulti. Bon. Alors, je ne veux pas vous embêter trop avec ça, simplement, on peut très bien sortir de cette impasse sans casser, je dirais, les meubles et sans faire de scandale, simplement en créant ce qu'on appelle un fonds fiduciaire qu'il faudrait abonder avec environ 200-250 millions d'euros, ce qui veut dire donc doubler nos ressources affectées aux dons bilatéraux, et puis à partir de là, créer ce qu'on appelle un fonds fiduciaire qui permettrait de mobiliser des ressources extérieures, et avec leur accord qu'on peut, je dirais, un peu pousser en tordant quelques bras, eh bien, on pourrait, je dirais, mobiliser, à mon sens, au moins 1 milliard d'euros par an pour s'occuper enfin de développement rural, de développement municipal, de développement local et de toutes les questions qui ne sont pas gérées par les grands multilatéraux. Alors, depuis que mon bouquin est sorti, bon, ça commence à bouger un tout petit peu au niveau de l'Élysée. On m'a laissé dire que, bon, sur le principe, mes propositions seraient acceptées, hein, mais le budget n'est sans doute pas encore d'accord pour allouer les ressources qu'il faut. Et puis à quelle échéance? Et puis de toute façon, ça ne se fera pas sans une négociation extrêmement brutale avec les grandes institutions multilatérales. Et je vois mal le pouvoir politique français affaibli comme il est aujourd'hui conduire une négociation aussi brutale que celle qui s'imposerait dans un cas de ce genre-là. Donc avec tout ça, si vous voulez, on voit également ce qu'il faudrait faire concrètement. Il faudrait assurer une coordination au niveau parisien qui n'est aujourd'hui pas du tout assurée, pas prise au sérieux. Il faudrait prendre le leadership pour les questions de développement rural et municipal. On peut le faire. Il faudrait partir de l'existence, c'est-à-dire des centaines de petits projets qui sont gérés par des centaines d'ONG à travers le Sahel, faire un bilan de ces opérations-là, rapide, et puis toutes celles qui sont valables, eh bien, vous fonctionnez avec quoi? Avec 1 million, 2 millions d'euros? Eh bien, on triple la mise, et puis si ça marche, on quintuple la mise. C'est un peu comme ça qu'on peut, je dirais, démarrer très vite des opérations, lancer des programmes techniques sérieux, nationaux de développement rural et municipal type NSP dont je vous parlais, et puis s'attaquer aux problèmes démographiques, et puis en fin de compte s'occuper des problèmes de fonctionnement des structures régaliennes, ce qui veut dire qu'il va falloir aussi les financer, ce que la France ne peut pas faire sur ses ressources propres, mais peut faire si elle tord quelques bras au niveau européen. Donc en conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne veux pas dépasser 19 heures pour ça, c'est que on a une zone qui est en grande difficulté sur le plan du développement rural, sur le plan, je dirais, de la situation humanitaire, de la situation sociale, la situation dramatique. La moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. Donc je vous disais, 0,2% de la population rurale n'a accès seulement à l'électricité. On est quand même au XXIe siècle. Ces choses-là sont inadmissibles, d'autant que ça fait 30 ans que techniquement on sait comment faire tout ça,
comment l'aide pourrait réaliser, je dirais, monts et merveilles en ce domaine, et que même en matière d'électrification rurale, maintenant, nous avons les techniques et les technologies qui permettraient d'amener l'électricité, y compris au fond des villages du Sahel. Donc simplement que l'aide internationale n'a pas été mise en œuvre par là, et tant qu'on est dans des situations de ce genre, avec des appareils d'État qui sont, je dirais, en voie de décomposition, eh bien les cancers tels que ceux provoqués par Boko Haram au nord-est du Nigeria, ou Daesh très bientôt en Libye, feront que les métastases vont proliférer, et vont nous arriver sur la figure. Il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Et de toute façon, la France, qui fait intervenir ses militaires, va très vite se retrouver dans de très très grandes difficultés, parce qu'on a une zone qui, dans 10 ans, va coûter 150 millions d'habitants. Ce n'est pas avec 4 ou 5 000 soldats français qu'on va assurer la sécurité de cette région-là. Donc je dis que les soldats de l'opération Barkhane sont partis quand même dans une drôle de galère, sur un drôle d'océan. Et pour combien de temps, j'aurais demandé, ils ne peuvent pas dire. Donc c'était un petit peu là-dessus que je voulais conclure et vous remercier. Donc je vais rester à votre disposition.